Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Je voudrais, avant de donner la parole à notre invité, M. Viktor Stoïkita, rappeler quelques éléments de la tradition des textes de laquelle nous nous occupons. J'essaierai de parler plus fort. Merci. Aujourd'hui, les textes nous arrivent accompagnés et de plus en plus précédés des images. Notre perception de l'ensemble textuel est, je dirais, enrichie, mais aussi compliquée par le fait que les écrans, surtout les écrans de nos ordinateurs, nous donnent une forme textuelle dans un cadre, le cadre de l'écran de l'ordinateur, qui n'est pas la forme précise, la forme d'origine de ces textes. À partir de cette évidence simple, mais qu'il faut à chaque fois rappeler, la lecture devient autre que celle que nous avons connue quand il n'y avait que le livre, le manuscrit, l'encre et la plume. C'est pourquoi dans ce séminaire, nous avons eu déjà des contributions qui ont concerné le rapport entre le texte et l'image à l'écran, notamment les textes préparatoires et le scénario de Uccellacci et Uccellini de Pasolini, et puis ce qu'on entend quand le film est tourné. Et il y a des différences considérables. Et on pourrait dire la même chose, évidemment, indépendamment encore de la musique, mais qui, elle aussi, comme nous l'avons vu, comporte une discussion sur le texte, et Brenno Boccadoro nous l'a très bien montré, également la peinture et les arts visuels contribuent à cette nouvelle définition du texte. Il faut savoir hériter, mais savoir hériter aussi les problèmes que notre temps nous pose, les problèmes que notre manière de percevoir les textes nous pose. Viktor Stoïkita est bien placé pour nous parler de cela, puisque dans son instauration du tableau, il avait déjà pris en charge comme problème précisément le fait que l'image peut de plus en plus se détacher, être détachée du paroi, des églises, etc., où la fresque ou la mosaïque l'avait dans les temps d'abord placée. Viktor Stoïkita est cette année professeur au Collège de France sur la chaire européenne. Il a donné sa leçon inaugurale il y a peu de jours et je vous invite à participer à ces cours le vendredi matin à 10h dans l'amphi Marguerite de Navarre, n'est-ce pas? Et le séminaire à la suite, donc à 11h. Il est un homme universel, un Weltmann, qui a fait de l'Europe sa patrie, son foyer de recherche, un lieu fourmillant d'idées, de figures, d'interrogations critiques, de rencontres culturelles inattendues. Il allie dans sa recherche la curiositas, au sens latin, vigilante, à la profondeur d'un regard méditatif. Cette pluralité de perspectives est confirmée non seulement par l'expérience biographique européenne de l'auteur, de la Roumanie à l'Italie, de la France à l'Allemagne, de l'Espagne à la Suisse, mais aussi par ses travaux, je n'évoque que l'un des plus récents, l'image de l'autre, noir, juif, musulman et gitan dans l'art occidental des temps modernes, Paris 2014. Viktor Stoïkita s'est toujours trouvé dans sa recherche historique et iconographique l'image de l'autre, le regard que nous ne regardons pas mais qui nous regarde.
Victor Stoïkit est un ami fidèle du Collège de France et il a déjà enseigné, invité sur chaire d'État en 2007-2008. Il a plusieurs fois donné des conférences d'une grande richesse et profondeur au sein de mes séminaires et je le remercie pour cette généreuse fidélité. Il a également eu la chaire du Louvre en 2014 en consacrant ses cours précisément à l'image de l'autre. Dans son essai « L'instauration du tableau » que j'ai déjà évoqué, 1993, Victor Stoïkit a rappelé que dès que l'image se détache des parois, des églises et des lieux de pouvoir politique et devient tableau, objet mobile, à ce moment-là, les chemins des arts se multiplient, se croisent, commence la longue histoire des collections et des musées, qui est la manière présente de notre part de participer, pour ainsi dire, à cette histoire de l'art. Son point de vue, enfin, n'est jamais frontal, un spectateur qui décrit et représente. Il suffirait de rappeler les instances implicites que déploie son magnifique volume « L'œil mystique », publié aux éditions du Félin, et que vous avez là, 2011, et encore sa brève histoire de l'ombre, 2000, où il place au centre même de sa réflexion l'un des textes les plus essentiels de Charles Baudelaire, je me permets de le lire, je cite, « Pour le parfait flâneur, pour l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que délire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l'infini. Être hors de chez soi et pourtant se sentir partout chez soi. » C'est dans l'essai célèbre « Le peintre de la vie moderne ». Il nous parlera aujourd'hui de Bartolomé Esteban Murillo, dont il nous a déjà offert une évocation vive dans son œil mystique, peindre l'extase dans l'Espagne du siècle d'or. Pour mieux comprendre sa peinture affective, il proposait opportunément l'essai de Jacques Derrida, Mémoire d'aveugle, l'autoportrait, dont il est question aujourd'hui, et autres ruines, 1990, d'où il tirait cette citation que je me permets de vous proposer comme exergue de cette leçon. Seul, il sait voir ça, l'homme, que les larmes sont l'essence de l'œil, et non la vue. L'essence de l'œil est le propre de l'homme. Contrairement à ce qu'on croit savoir, le meilleur point de vue est un point source, est un point d'eau, il revient aux larmes. C'est ce regard affectif qui nous ressource et que nous retrouvons constamment dans les travaux, dans la recherche de Victor Stoïkit. Je suis honoré et reconnaissant de lui donner la parole. Merci beaucoup, cher Carlos Sola, pour l'invitation et pour cette introduction tellement chaleureuse. C'est à moi l'honneur d'être là encore une fois. J'ai la voix un peu incertaine aujourd'hui. Vous pouvez me suivre? Ça va? Alors, je compte sur votre compréhension. Merci beaucoup. Alors, j'ai choisi Murillo justement pour mon intervention dans ce séminaire pour plusieurs raisons. Premièrement, Murillo, c'est un peintre que je connais assez bien. Carlos Sola vient de le dire. J'ai travaillé sur ce peintre espagnol à plusieurs reprises. C'est une des raisons. La seconde, c'est le fait qu'on fête cette année-ci le centenaire de Murillo, un peintre, moi je dirais encore méconnu de la grande tradition espagnole. Aussi à cause du fait qu'il n'appartient pas à la génération, je ne sais pas, de Velázquez ou de Zurbarán. Il naît en 1618, justement, donc une vingtaine d'années après. Il est la seconde génération. Il a un parcours apparemment seulement local, parce qu'il ne quitte que très rarement sa Séville natale, mais il se projette quand même dans le grand
grande tradition de la peinture espagnole. Et en pensant justement aussi au thème du cours et du séminaire de Carlos Sola, comment léguer, comment hériter, j'ai pensé que justement cet héritage de Murillo, dans l'année de son centenaire, serait quelque chose d'intéressant. Alors, Murillo a été, et encore, classé un peu dans la classe des peintres religieux de la Contre-Réforme, grand peintre des Immaculées Conceptions, vous en voyez une des plus célèbres à gauche, mais il est aussi le peintre de scènes des genres, qui représentent des enfants de rue, de la vie quotidienne. Il y a donc deux Murillo que, pour la plupart, la recherche a essayé de les départager, et je suis très contente que les organisateurs de l'exposition actuelle de Séville et d'un grand colloque qui va s'en suivre le mois prochain vont essayer de mettre les deux Murillo ensemble. Le Murillo peintre religieux et le Murillo peintre de genre. Il n'y a pas en effet une grande contradiction ni formelle ni symbolique. Donc il suffit de regarder par exemple ce garçon de rue avec cet éclairage extraordinaire d'une tradition caravagesque. Il faut le dire entre parenthèses que Murillo n'a jamais voyagé en Italie, il n'a probablement jamais vu du Caravage, mais il a pu absorber quelque chose de la leçon du grand maître italien à travers un filtrage espagnol. Alors, à part la mise en scène, à part l'éclairage, l'attention pour les objets, il y a le message de ce tableau, qui n'est pas nécessairement séparé d'un message de confiance dans le monde. Alors ce sont des garçons pauvres, des garçons des rues, qui ont, vous voyez, les pieds sales, mais leur âme est pure. C'est ça le grand message. La contradiction entre une apparence du corps et l'intérieur de l'âme. Et par là, la connexion avec le Murillo religieux est évidente. Du point de vue de l'héritage de Murillo, là, se sont passées des choses assez intéressantes parce que le Murillo religieux, les Immaculées Conceptions, tableau de très grand format, réalisé pour la plupart pour des églises, ces tableaux sont restés, ils sont toujours en Espagne. Par contre, le Murillo peintre de genre a été collectionné par les étrangers. Il y a peu de tableaux de ce genre en Espagne aujourd'hui. Vous les trouvez plutôt en Angleterre, à Munich, aux États-Unis. Celui-ci se trouve au Louvre, exactement. Donc il y a du point de vue du public, deux publics séparés. Et d'ailleurs, au moment où on commence à créer le mythe de Murillo, au XIXe siècle, qui est un grand siècle de mythologie artistique, à travers les images. Les peintres du XIXe siècle ont abordé pas seulement Murillo, il y a toute une mythologie de Michel-Ange, Léonard de Vinci, qui meurt dans les bras de François Ier, etc. Mais il y a aussi un imaginaire créé au XIXe siècle par des peintres qui portent louange, je dirais, à Murillo. Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, il y a la même dichotomie, peintre de genre et peintre religieux. D'une façon significative, les scènes qui représentent la genèse de la peinture profane, ces tableaux sont dus pour la plupart à des étrangers. Vous voyez à gauche le tableau de John Philip, les premiers pas de Murillo. C'est un tableau de 1865 qui se trouve dans une collection privée à New York. Par contre, Murillo, peintre religieux, est un thème abordé par les peintres espagnols. Et vous voyez à droite José María Romero, Murillo en train de peindre l'Immaculée Conception. On est plus ou moins à la même époque, 1860, mais à Séville, et le tableau a été créé pour un public espagnol. Je voudrais approcher un peu la façon dont se crée cette mythologie imaginaire par le biais de l'image. Regardons un peu le tableau de John Philip qui nous montre une scène
de marché. Il y a une belle nature morte au premier plan, une femme, probablement une gitane, au centre, avec son enfant, d'autres personnages du marché. Du côté gauche, pardon, il y a des personnages, des ecclésiastiques, et ça c'est intéressant, des ecclésiastiques en train de regarder un tableautin. Qu'est-ce que ce tableautin représente? Je l'ignore et on l'ignore, on ne le saura jamais. Probablement, on peut le comprendre aussi à cause de ce format réduit, plutôt une petite scène de genre. Intéressante aussi la position de Murillo lui-même, en marge de la représentation, ici à gauche, qui semble écouter les commentaires, attendre l'opinion de ceux qui regardent, un d'entre eux avec beaucoup d'attention. Vous voyez, il a mis ses lunettes, c'est-à-dire il met ses lunettes pour regarder aussi, pas seulement grosso modo le thème, la représentation, mais aussi les minuties, la touche, donc les finesses de la représentation. Mais Murillo est là un peu dans l'ombre. Il a laissé son bâton de peintre, ses pinceaux et sa palette sur cette chaise, mais qui est un lieu réel et symbolique en même temps, et il semble écouter. Il me semble, je ne sais pas si on l'a dit jusqu'à présent, que ce peintre, donc ce peintre anglais, a placé Murillo dans une mythologie codifiée, elle aussi historiquement. Il y a une célèbre légende racontée par Pline l'Ancien, qui nous a livré ce grand corpus de légendes d'artistes, Zeuxis, Parasios, Apelle. Et à un certain moment, dans l'histoire naturelle, de Pline l'Ancien, il parle du fait que Apelle, qui était le plus grand peintre des peintres, voulait savoir très souvent l'opinion des autres sur ces tableaux. Et alors, il se cachait derrière les tableaux. Retrotabulam, dit le texte. Il se cachait derrière les tableaux pour écouter un peu les commentaires des autres. Il me semble que le peintre anglais, en changeant ce qu'on pouvait changer, il a caché quand même, dans l'ombre, Murillo là, en le plaçant d'une certaine façon dans le rôle d'un appel des temps modernes. Regardons un peu ce que Romero fait au moment où il représente Murillo, qui présente l'Immaculée Conception. Alors, on voit le grand format de cette toile, réalisé ou exposé dans une église. Le peintre est représenté ici à droite, en train de présenter son tableau à la compagnie, aux personnages, aux commanditaires, au public cultivé de Séville. Donc ce sont deux démarches assez séparées, que sont un bon point de départ pour une réflexion ultérieure. Je voudrais maintenant entrer vraiment dans le vif de mon thème, l'autoportrait, ou plutôt les autoportraits de Murillo, parce qu'il y en a plusieurs, et je vous montre un des premiers qu'il a réalisé. Vous le voyez dans la partie supérieure de l'écran. C'est un autoportrait daté plus ou moins 1650-55. Il est aujourd'hui, depuis très peu de temps, dans la Frick Collection de New York. Il a été pour longtemps dans la collection de la famille Frick, mais il est entré, comme je le disais, il y a 2 ou 3 ans, dans la Frick Collection, donc à New York, un des plus beaux musées de cette ville américaine. Alors, je le mets ensemble avec les 2 tableaux que j'ai commentés brièvement, en vous attirant l'attention justement sur l'image postérieure créée au XIXe siècle de ce peintre, mais je voudrais m'arrêter un peu sur cet autoportrait. Je pense avoir... Voilà, je l'ai à plein écran. Il s'agit d'un dispositif assez curieux.
Le peintre se représente dans un cadre ovale qui est lui-même intégré dans un bloc de marbre un peu imparfait, comme une espèce de ruine, comme une espèce de relique d'une culture, d'une civilisation ancienne. Il y a une inscription que vous arrivez peut-être à lire, mais elle n'est pas nécessairement importante parce qu'elle est ajoutée post-mortem. Il s'agit en effet de cette inscription qui dit, voilà, c'est la verae figure, donc le vrai portrait, la vraie image de Murillo. On dit les dates de naissance et aussi la date de la mort. Donc c'est évident que cette inscription a été ajoutée a posteriori. Le personnage regarde le spectateur, un regard direct, ferme, et on peut justement se demander quelle est la place, ou quelle est la signification de cette présentation dans un dispositif tellement étrange. Il me semble, si je vois bien, que cette fois-ci, Murillo, au moment où il s'est représenté ou auto-représenté, a fait appel à, je dirais encore une fois, une mythologie locale de Séville, qui était considérée à l'époque comme une seconde Rome. Donc, s'intégrer en tant que portrait dans un bloc de marbre, relique, reste, ruine d'une ancienne ville avec certaines moulures classicisantes, le projeter aussi dans une tradition romaine. Peintre, donc Murillo, se présente, c'est un peu ce que je vois, il se représente comme hérède, je dirais, comme héritier d'une tradition qui est la tradition de la grande peinture latine, notamment romaine, italienne. Et en effet, on sait que Murillo, une fois placé bien dans le milieu artistique de sa vie natale, travaille justement pour cristalliser cette tradition artistique. Il fonde une académie des beaux-arts en 1660. La tradition des académies des beaux-arts est une tradition italienne, mais qui se répand vite dans toute l'Europe. Il veut donc créer un vrai milieu culturel, artistique, une école qui pourrait donc faire avancer l'art de sa patrie dans une tradition académique. Le mot aujourd'hui a peut-être une connotation négative. Pour l'époque, l'Académie des Arts, l'Académie des Beaux-Arts était un lieu de rencontre, de débat, d'apprentissage, de transmission de valeurs. Alors, je reviens maintenant à d'autres représentations. Un autre portrait ou pseudo-portrait, pseudo-autoportrait que je vous montre à droite. On ne trouve que cette photo en noir et blanc. Je n'ai jamais vu ce portrait. D'ailleurs, j'ai des doutes, et je ne suis pas le seul, qu'il pourrait s'agir vraiment d'un autoportrait. Il y a quelque chose dans la physionomie qui cloche, mais il y a des collègues qui le placent dans cette catégorie des autoportraits. Je le montre avec tous les doutes nécessaires, aussi à cause du fait qu'il me semble que ce portrait, disons cet autoportrait, fait appel aussi à un dispositif de mostration, un dispositif visuel assez intéressant. Au moment où il aborde ce rebord ici, derrière lequel le portraituré se montre, c'est un dispositif que Murillo hérite notamment de l'art flamand et hollandais, que d'une façon paradoxale connaissait assez bien, en dépit du fait que l'Espagne et les Pays-Bas à l'époque étaient des zones culturelles et politiques séparées. Il y a quand même un rapport, et je reviendrai sur ce thème, de ce peintre espagnol avec l'héritage
nordique. Cette bordure fait d'ailleurs ce que toutes les bordures de portraits flamands faisaient, créer une distance, on peut l'appeler une frontière esthétique entre le spectateur et le tableau. Là, l'image se place dans un espace, on dirait aujourd'hui virtuel, qui n'est pas notre espace, et entre les deux, entre l'espace du spectateur et l'espace de l'image, il y a un entre-deux. Il y a quelque chose qui pourrait, à la limite, appartenir aux deux mondes, au monde de la réalité et au monde de la fiction. Voilà donc le troisième autoportrait sur lequel je veux m'attarder un peu plus, surtout dans la seconde partie de mon intervention. C'est un autoportrait réalisé vers 1675 qui se trouve à Londres, à la National Gallery. Alors vous voyez qu'encore une fois, le peintre travaille son image dans le cadre d'un dispositif extrêmement sophistiqué, plus sophistiqué que les autres. Un cadre ovale, dans lequel son effigie est placée. Sur ce cadre ovale, la main en trompe-l'œil, j'aurai l'occasion de revenir sur ce motif avec toute sa tradition, et sur cette table, au premier plan, les instruments du dessin, de la peinture, et une inscription en latin posée sur les yeux du spectateur, de telle façon que le spectateur doit la lire. Alors, ce n'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui s'exhibe à la lecture, se montre, se propose à la lecture, comme d'ailleurs toute la représentation se propose à une lecture. Donc, c'est un tableau, moi je dirais, cultivé, premièrement aussi à cause du fait qu'il faut savoir un peu de latin pour lire l'inscription. Il faut savoir un peu de latin pour lire l'inscription, un latin assez complexe, et il faut connaître un langage aussi pictural, une certaine tradition picturale pour comprendre l'image ou, pour être plus clair, les deux ensemble. Je veux revenir sur cet autoportrait, comme je le disais, dans la seconde partie de mon intervention. Mais pour l'instant, je voudrais reprendre et mettre en balance cet autoportrait avec d'autres manières de représenter de Murillo, tant du côté profane, scène de genre, que du côté religieux. Et je commence avec le côté profane, avec un des plus beaux tableaux, les plus célèbres aujourd'hui. Il est exposé à la National Gallery à Londres, je m'excuse, à Washington. Et c'est un tableau que j'ai eu l'occasion d'étudier de très près il y a des années quand j'étais visiting scholar à la National Gallery. Et donc les Américains, avec leur largesse habituelle, aussi dans la façon de traiter les invités, m'ont permis de sortir ce tableau de la collection, de prendre le cadre, de l'étudier de toutes les façons, l'envers et l'endroit. Pourquoi c'était important? C'était important parce que c'est un tableau dans lequel le cadrage, c'est un des problèmes qui m'a occupé, qui me préoccupe encore dans le cas de Murillo, est extrêmement important. Alors, on voit deux femmes, une jeune fille, une femme un peu plus âgée, dans le cadre d'une fenêtre. Cette fenêtre, le cadre de la fenêtre coïncide jusqu'à un certain point avec le cadre du tableau. On ne voit pas le cadre ici. D'ailleurs, le cadre actuel, que je ne montre pas, le cadre d'exposition à Washington n'est plus le cadre d'origine. Il n'existe plus, il a été détruit pendant les cadrages postérieurs. Bon, il y a une distance qui se crée à l'intérieur de la représentation à travers cette bordure qui pratiquement marque toute la représentation dans son noyau le plus important. Alors, c'est un tableau, vous le voyez très bien, qui s'adresse au spectateur. C'est un tableau qui implique le spectateur d'une façon évidente.
On a beaucoup spéculé, beaucoup parlé du thème réel de ce tableau. Est-ce qu'il y a des nuances de prostitution, d'invitation à un dialogue amoureux? Il y a un érotisme indubitable dans ce tableau. Alors regardons la jeune fille avec ce décolleté assez profond. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion à Washington donc d'étudier aussi les pentimenti, donc les repentirs du tableau. Ce sont toujours des choses très importantes parce qu'on voit un peu comment le peintre a travaillé, comment il est revenu sur certaines de ses idées. Je ne peux pas vous montrer maintenant, je n'ai pas pensé de le faire, ça aurait été aller un peu trop loin, les radiographies de ce tableau, mais si on les consulte, on voit en effet que le peintre a bien travaillé sur le décolleté qui est devenu un peu plus profond dans la version finale. Elle regarde le spectateur, elle lui sourit comme dans une invitation, une belle chevelure, une fleur dans la chevelure, une autre fleur dans le décolleté, le regard direct vers le spectateur, et derrière elle, un autre personnage plus âgé, qui regarde aussi d'un regard un peu amusé le spectateur. Donc c'est le second personnage qui nous appelle, qui nous intègre dans l'image, un peu ce regard un peu moqueur, un peu amusé, avec ce voile qui lui couvre la tête. Donc c'est une femme déjà âgée, déjà mariée. La façon dont le personnage travaille avec ce voile qui lui couvre une partie du visage nous montre en effet que ce tableau est un tableau qui pose le problème, moi je dirais, du voir et du non-voir, de voiler et dévoiler. Un thème qui est d'ailleurs très clairement proposé aussi au niveau du dispositif en général. Donc cette fenêtre a donc cette jalousie, le mot me manque un peu, cette partie de la fenêtre. Ce volet, merci beaucoup. Donc, ce volet, et je pense que ce n'est pas sans intérêt de voir comment ce personnage, qui est un personnage manipulateur, je dirais, de la représentation, travaille sur son propre visage et sur la représentation elle-même. Ce volet est vraiment un grand morceau de bravure, en dépit de son caractère neutre. Il ne représente presque rien, sinon soi-même. Il occupe quand même, je dirais, un tiers de la représentation comme une non-représentation, comme l'opposé de la représentation. Et la gestuelle de ce personnage nous attire aussi l'attention que ce qu'on voit, c'est le résultat d'un privilège. Parce que ce volet, peut-être aussi un autre, pourrait se fermer à l'instant. Et au moment où il est fermé, on ne voit plus rien. Donc là, il y a une dynamique du montré caché qui me semble très importante. Alors, je vous ai proposé ces quelques repères analytiques sur ce tableau, à côté de Murillo avec sa main en trompe-l'œil, pour pouvoir revenir dans un second moment à une poétique de Murillo, une poétique générale. Mais je voudrais, avant, m'arrêter aussi sur un tableau religieux, justement dans ce contexte de cette fausse dichotomie religieux-profane. Dans les tableaux religieux de Murillo, et vous voyez ici un tableau qui représente Saint François, dans la portion cul, c'est une des histoires postérieure de la légende franciscaine qui raconte en effet comme François, pour se protéger des tentations de la chair, serait jeté dans un buisson de roses, et à cet instant, il aurait eu une vision, la Vierge Marie et Christ lui aurait sorti dans les nuages et lui aurait dit, voilà François, tu as fait cet acte de chasteté au nom de ta foi, demande-nous ce que tu veux. Donc un dialogue visionnaire
une ouverture du ciel, un autre travail sur l'imagination, dans lequel François, dans la façon dont le représente Murillo, fait le rôle, je dirais, de trait d'union entre l'espace du spectateur et l'espace de la vision. Ceci est encore plus évident si on considère un peu les sources de l'époque. Il y a plusieurs sources qui parlent de ce tableau. Donc ce tableau se trouvait d'ailleurs dans un grand système d'images dans l'église des franciscains à Séville. Maintenant, le tableau se trouve à Cologne, exposé d'une façon très difficile parce que c'est un tableau de très grande dimension. Je pense qu'il arrive à 4,50 mètres, 6 mètres. Donc, vous voyez, dans un musée, comment est-ce qu'on expose un tableau de presque 5 mètres? Et on a trouvé à Cologne une solution assez bonne. C'était, comment vous dire, dans la cage de l'escalier, donc une grande salle, et là où s'ouvre l'escalier, là où on arrivait justement à 5 mètres, il est exposé là. Par chance, je suis très curieux de le voir, j'irai à Séville le mois prochain. Ce tableau a été maintenant prêté aux organisateurs de ces grandes expositions centenaires de Séville, et pour la première fois depuis des décennies, voire des siècles, il est intégré dans un espace avec les autres, et je suis très curieux de voir qu'est-ce que cela donne. Mais on peut savoir un peu qu'est-ce que cela donnait si on considère les sources, plus ou moins les sources de l'époque. Alors, une des sources les plus importantes sur Murillo est sa vie racontée par Antonio Palomino. Antonio Palomino était, on le nomme aussi encore aujourd'hui, le Vasari espagnol. Alors, le Vasari espagnol, Antonio Palomino, dans la vie de Murillo, raconte de ce tableau et de l'impact que ce tableau a fait sur les spectateurs de Séville au moment où il a été exposé. Et il dit une phrase très intéressante. Au moment où on entrait dans l'église et on voyait de loin ce tableau, on avait l'impression de voir la vision s'ouvrir devant les yeux du spectateur. Donc le ciel s'ouvrir devant le spectateur. C'est une observation très intéressante. Alors, je reviens. Palomino raconte donc l'impact sur les spectateurs de l'époque qui entraient, qui avaient l'impression de voir la gloire devant ses yeux. Alors c'est une observation importante parce qu'elle attire l'attention sur l'importance du registre supérieur et du caractère d'illusion optique de cette gloire qui s'ouvre. C'est une observation intéressante parce qu'en effet, le compte-rendu de Palomino ne parle pas de la partie inférieure donc, de Saint François et de ce qui se trouve à l'étage inférieur de la représentation, qui sont des choses extrêmement importantes, des objets de la représentation extrêmement importantes. Alors, premièrement, il y a, vous voyez, les roses qui tombent du ciel, qui font de relais entre l'espace céleste, l'espace terrestre, jusqu'au moment où les roses se trouvent sur les marches, presque en tombant, si vous voulez, aussi avec un peu d'imagination, dans l'espace du spectateur lui-même. Donc là aussi, il y a un aspect d'illusion optique assez important. Et puis il y a la figure de Saint François lui-même, extraordinaire de par sa gestuelle. Alors vous le voyez placé obliquement, humain dans la profondeur de la portion cul, on ne la voit presque pas dans un grand raccourci, un autre bras, une autre main vers l'espace du spectateur, c'est un grand trait d'union, les pieds et les jambes dont une rappelle les célèbres pieds sales du Caravage, si vous voulez. Au premier plan, ce sont des éléments d'un effet de réel, si vous voulez, et la personne, la représentation de Saint François en tant que trait d'union entre les deux espaces est quelque chose de très important. Toujours Palomino ajoute quelque chose d'intéressant aussi. Après avoir parlé de cet effet d'illusion, il dit les peintres de Séville.
lorsqu'ils entrèrent et lorsqu'ils virent tout ça, ont compris qu'ils n'ont jamais su ce que la peinture c'est, jusqu'au moment où ils ont vu ça. Maintenant, il s'agit des peintres, pas du public plus ou moins naïf, qui entre dans l'église et qui se laisse engager dans un dialogue d'illusion avec les représentants. Ce sont les peintres. Donc les peintres ont compris en effet c'est quoi la peinture. C'est quoi la peinture dans le sens le plus large du terme, dans le sens de la mise en scène, de la représentation, du rapport de réalité, des sphères de réalité, des registres de réalité. Alors, je pense qu'avec ces deux exemples, donc les deux femmes à la fenêtre, appelées aussi las gallegas, les galiciennes, et avec cet exemple, la ponctioncule de Murillo, on peut avoir déjà un accès à certaines stratégies de la représentation profane et sacrée de ce peintre. Alors, toujours l'autoportrait est resté là en marge. Il me semble presque inutile de revenir dans ce contexte sur certains éléments de transgression de la frontière esthétique dans le portrait, dans l'autoportrait, qui est aussi une profession de foi, et dans cet exemple pictural. Et maintenant, je pense qu'on peut justement aller un peu plus loin, j'irai un peu plus loin, pour approcher un peu avec plus d'attention l'autoportrait de Londres. Alors, je reprends un peu sa description. Cadreval, Murillo, presque vivant, presque réel, tellement sa représentation suit les critères d'une représentation mimétique, la main sur le cadre, et puis les instruments de la peinture et du dessin à gauche et à droite. Encore une fois, Palomino peut nous aider pour comprendre le pourquoi de cette mise en scène. Donc le biographe affirme que Murillo, au moment où il résume l'art de ce peintre, Murillo, affirme-t-il, aurait augmenté considérablement la qualité du coloris sans pourtant négliger le dessin. C'est quelque chose de presque banal à l'époque dans l'enseignement académique. Mais cela montre en effet que le coloris et le dessin étaient justement les piliers de l'enseignement. Outre ces deux qualités, ça c'est la partie peut-être la plus intéressante, outre ces deux qualités, qui sont les piliers de la formation académique, dessin et couleur, Palomino en attribue une troisième à Murillo, l'étude de la nature. Il considère que le naturel et le natural, il le considère donc comme la principale caractéristique du peintre, celle qui, plus encore que le dessin et la couleur, a fait sa réputation. Alors, il me semble que le natural se manifeste ici comme le résultat de la conjonction de l'étude du dessin et de la couleur, et que l'autoportrait de Londres constitue de ce fait une allégorie de la peinture. Mais dans un sens plus général, c'est une allégorie de la peinture de Murillo, donc une profession de foi tout à fait personnelle. Disegno, colore, et le naturel qui se manifeste par la mise en scène de la main. Alors je vais maintenant approcher la représentation de la main, qui est sans doute le clou de ce tableau. Alors, la main du peintre, vous le savez, est son instrument de travail. L'œil aussi. La peinture se crée à la conjonction entre le regard et le savoir manuel. Et je me permets, puisque je suis ici, et aussi à cause du fait d'être dans un cours, un séminaire, où on parle de legs, comment léguer, comment hériter, de vous rappeler un des écrits, les plus beaux écrits d'Henri Faucillon,
l'éloge de la main, et de vous donner deux citations qui sont encore très actuelles de cet écrit de Henri Faucillon, qui est de 1934, où il dit justement ce célèbre éloge de la main. Alors ce sont deux citations, je laisse ce tableau que peut-être Faucillon connaissait, peut-être pas, mais peu importe, parce que l'écrit de Faucillon a une portée beaucoup plus large. Donc, les deux citations. Le début de cet essai. J'entreprends cet éloge de la main comme on remplit un devoir d'amitié. Au moment où je commence à écrire, je vois les miennes qui sollicitent mon esprit, qui l'entraînent. Elles sont là, ces compagnes inlassables qui, pendant tant d'années, ont fait leur besogne. L'une mettant en place le papier, l'autre multipliant sur la page blanche ces petits signes pressés, sombres et actifs. Par elle, l'on prend contact avec la dureté de la pensée. Elle dégage le bloc et nous impose une forme, un contour et, dans l'écriture même, un style. Elles sont presque des êtres animés. Des servantes, peut-être, mais douées d'un génie énergique et libre, d'une physionomie, visage sans yeux et sans voix, mais qui voit et qui parle. Certains aveugles acquièrent à la longue une telle finesse du tact qu'ils sont capables de discerner, en les touchant, les figures d'un jeu de cartes et à l'épaisseur infinitésimale de l'image. Mais les voyants, eux aussi, ont besoin de leurs mains pour voir, pour compléter par le tact et par la prise, la perception des apparences. Elles ont leur aptitude inscrite dans leur galbe et dans leur dessin. Mains déliées, expertes à l'analyse, doigts longs et mobiles de raisonneurs, mains prophétiques baignées de fluide, mains spirituelles dont l'inaction même a de la grâce et du trait, mains tendres. La physionomie, jadis pratiquée avec assiduité par les maîtres, eut gagné à s'enrichir d'un chapitre des mains. La face humaine est surtout un composé d'organes récepteurs. La main est action. Elle prend, elle crée, et parfois on dirait qu'elle pense. Au repos, ce n'est pas un outil sans âme, abandonné sur la table ou pendant le long du corps. D'habitude, l'instinct et la volonté de l'action méditent en elle, et il ne faut pas un long exercice pour deviner le geste qu'elle va faire. Les grands artistes ont prêté une attention extrême à l'étude des mains. Ils en ont senti la vertu puissante, eux qui, mieux que les autres hommes, vivent par elle. Ça, c'est le début de l'éloge de la main. Je vous donne encore une citation beaucoup plus brève, la fin du même écrit. Nerval conte l'histoire d'humain maléficié qui, séparé de son corps, court le monde pour faire œuvre singulière. Je ne sépare la main du corps ni de l'esprit. Mais entre esprit et main, les relations ne sont pas aussi simples que celles d'un chef obéi et d'un docile serviteur. L'esprit fait la main fait l'esprit. Le geste qui ne crée pas, le geste dans le lendemain, son lendemain, provoque et définit l'état de conscience. Le geste qui crée exerce une action continue sur la vie intérieure. La main arrache le toucher à sa passivité réceptive. Elle organise pour l'expérience et pour l'action. Elle apprend à l'homme à posséder l'étendue, le poids, la densité, le nombre. Créant un univers inédit, elle y laisse partout son empreinte. Elle se mesure avec la matière qu'elle métamorphose, avec la forme qu'elle transfigure. Éducatrice de l'homme, elle le multiplie dans l'espace et dans le temps. Voilà donc ces deux extraits d'un texte célèbre qui me permet maintenant de vous inviter à une brève parcours dans la représentation de la main dans la tradition picturale, notamment dans la tradition des autoportraits, avant de revenir encore une fois
à Murillo. Alors, tableau célèbre entre tous, le célèbre portrait en miroir convexe de Parmigianino. C'est un tableau très connu, notamment à cause de ce grand artifice de se représenter à travers l'instrument même de la duplication, de la réflexion. Ce que Parmigianino fait ne se représente pas directement, il représente l'instrument de la représentation. Donc le tableau lui-même est un tableau en bois avec un galbe, etc. Donc je ne pourrais pas maintenant revenir sur toute l'histoire de ce tableau dans le contexte des expériences, disons, du maniérisme italien ou de l'art de Parmigianino lui-même. Je m'arrêterai seulement sur la main. Cette main déformée au premier plan de la représentation qui a presque le rôle, par cette mise en exergue, je dirais, de double l'autoportrait lui-même. Donc le visage au centre, le visage angélical, disait Vasari, et cette main au premier plan. C'est intéressant de voir comment la représentation de la main de Parmigianino fut lue, reçue à l'époque. Et on peut s'arrêter un peu sur ce que Vasari dit. Alors, ce ne serait pas sans intérêt, je vous lirai tout le passage de Vasari qui décrit ce tableau. C'est un passage intéressant, je vous le cite dans la traduction d'André Chassel et de son équipe. Alors, en analysant l'autoportrait du Parmesan, il dit comme ça, pour enquêter sur les subtilités de la peinture, il commença son autoportrait à l'aide d'un miroir convexe de Barbier. Il observa les curieuses déformations subies par les poutres du plafond et la fuite bizarre des portes et des éléments architecturaux reflétés dans la courbe du miroir. Par curiosité, il voulut reproduire tout ce qu'il voyait. Il fit faire autour une boule en bois qu'il divisa pour obtenir une demi-sphère de la même taille que le miroir, sur lequel, avec un grand talent, il se représenta avec tout ce qu'il voyait dans le miroir d'une manière si naturelle qu'on a à peine le croire. Comme tout ce qui se reflète dans un miroir convexe s'agrandit de près et diminue avec l'éloignement, il fit au premier plan sa main un peu agrandie, comme le montrait le miroir, si belle qu'elle semblait vraie. Donc, l'ekphrasis, la description de Vasari, clôt sur la mise en avant, la mise en exergue de cette main. Malheureusement, je dirais, cette traduction n'est pas tout à fait exacte. Il faut se rapporter, je ne sais pas si je l'ai ici, je devrais l'avoir, à l'original pour voir que Vasari voulait dire bien autre chose. Pas exactement ce que la traduction française, qui est un peu défaillante cette fois-ci, le dit. Alors, j'espère de trouver la traduction, l'original italien. Voilà, ah non, ça c'est autre chose. Bon, je ne la trouve pas pour l'instant et c'est un peu dommage. Si vous avez un peu de patience, je cherche encore et sinon j'essaie de vous résumer. Mais c'est assez embêtant parce que là, il y avait une nuance à laquelle je tenais beaucoup.
Non, d'une façon paradoxale, je ne la trouve pas. Alors, il faut me faire confiance si j'essaie de résumer moi-même ce que Vasari dit en italien. En s'arrêtant sur cette main, il ajoute quelque chose qui ne se trouve pas dans la traduction française. Il dit, il représenta au premier plan sa main en train de dessiner. Alors c'est ce mot qui me manque, c'est quelque chose d'important dans la description, dans la réception de ce tableau. Alors, cette main en train de dessiner pose sans doute des problèmes. Et je pense que la traduction de Chastel ou de son équipe ont déplacé cette main en train de dessiner justement parce qu'on ne voit pas exactement cette main en train de dessiner. Mais on ne fait pas ça. On laisse le texte de Vasari comme il est, parce qu'en effet, là, il y a comme une ellipse. Donc, la main en train de dessiner, on voit la main, mais c'est en train de dessiner, on le voit, et on ne le voit pas, parce que les bouts du doigt, et même un hypothétique crayon, sont de l'ordre du fantasme, si vous voulez. Mais c'est un détail important, justement par son ambiguïté, parce que cela veut dire que ce que Parmigianino fait, il se fait en train de se dessiner, en train de se représenter. Et c'est un détail sur lequel il faudrait peut-être travailler un peu plus. Bon, un autre exemple. Ah, voilà, je savais que je l'avais, mais il était sur l'écran, alors je m'excuse. Heureusement, il est là. Alors, vous voyez sur la page de droite. Alors ça, ce sont les deux passages. Et sur la page de droite, vi fece una mano che disegnava un poco grande, come mostrava lo specchio, tanto bella che pareva benissima. E c'est quello che disegnava proprio qui s'est évaporé un peu dans la traduction. Voilà, bien. Mais merci de m'avoir fait confiance quand même. Bien. D'autres exemples. Peintre femme très connue parmi toutes, Artemisia Gentileschi, de la tradition caravagesque, fille d'un grand peintre, Orazio Gentileschi, célèbre en tant que peintre, mais pas seulement en tant que peintre, aussi à cause qu'elle a été l'objet d'un célèbre procès pour viol. Elle a été violée par son maître de dessin, et puis on a la chance d'avoir encore aujourd'hui les actes de ce procès de viol qui nous attirent l'attention sur tous les enjeux d'être peintre femme à l'époque. Ce sont des documents tout à fait exceptionnels. Mais elle fait plusieurs fois ses autoportraits. Je vous en montre un, intéressant par la mise en page de cette femme, d'elle-même, en train de peindre. On ne sait pas exactement ce qu'elle fait, mais vous la voyez, on voit son corps qui se déploie en diagonale depuis un premier plan dans lequel elle tient dans la main avec la palette les pinceaux, son corps vu obliquement, son visage, et l'autre main avec le pinceau en train de peindre, placée d'une façon très stratégique, cette main et le pinceau, justement sur le bord de cette toile, là où on ne voit pas exactement ce qu'elle est en train de peindre, sauf si ce qu'elle était en train de peindre n'était pas exactement sa propre représentation. Donc là, il y a comme un gant, si vous voulez, un relais entre la peinture en train de se faire et la représentation elle-même, sans doute une allusion qui est plutôt de l'ordre du symbolique que du réel. Important le fait que la main d'Artemisia Gentileschi reçut à l'époque tout un éventail d'éloges. Elle fut élogiée justement comme une main exceptionnelle, d'une valeur exceptionnelle. Et ici, vous avez un dessin qui nous montre en effet
qui nous montre en effet comment la main de la femme peintre atteint presque l'aspect d'un fétiche. Alors, une inscription, donc la main du peintre femme. Bon, je pourrais m'attarder encore et encore sur ces motifs de la main du peintre. Je vous montrerai peut-être seulement un ou deux exemples encore. Titien qui a réalisé plusieurs autoportraits. Celui-ci, probablement le tout dernier, avec le vieux Titien, déjà comblé de tous les honneurs possibles, chaîne d'or, chevalier, cavalier, etc., etc., n'hésite pas de représenter au premier plan ses mains, et notamment une d'entre elles, qu'il pose sur une table, presque en lui faisant le portrait ou l'autoportrait, cette main qui avait reçu déjà à l'époque toute une mythologie. On disait que le Titien, le vieux Titien, ne peignait plus seulement avec des pinceaux, mais aussi avec ses doigts, directement, dans une synergie entre la vue et le toucher. Donc la main devenait justement instrument qui allait au-delà de la tactilité ou à travers la tactilité pour aboutir à la création des images visuelles. Voilà. Encore un exemple, et je recule un peu, parce que c'est probablement le plus ancien de ce que j'avais préparé pour vous. Voilà, c'est probablement un des plus anciens autoportraits, celui de Cola Petruccioli, qui se trouve à Pérouse, peintre à la limite du Trecento, début du Quattrocento. C'est une époque donc où l'art de Giotto vivait encore, mais on attendait encore, on se faisait encore déjà pressentir l'art du Quattrocento. Moi, je le mets en parallèle, vous l'avez vu, avec une citation qui vient du traité de peinture, il Libro d'Arte, de Cennino Cennini, qui est le document le plus important de ce passage entre l'école giottesque et les nouvelles lumières du Quattrocento. Regardons un petit moment Cola Petruccioli. Autoportrait vu en face dans cette cartouche faisait partie d'une décoration beaucoup plus compliquée sur laquelle je ne pourrais pas m'attarder. Il se montre, il regarde vers le spectateur et dans ses mains, il montre, il exhibe presque les instruments de la peinture, le petit pot de couleur et le pinceau en train d'être mouillé dans la couleur. Regardons un peu, pour refaire le contexte de cette représentation, ce que Cennino Cennini disait de la main du peintre. Alors, dans un des chapitres, il donne des recettes pour la vie, vous voyez comment régler la vie dans toute honnêteté, pour préserver, vous voyez, l'état de la main. Alors, on peut lire ensemble, ta vie doit toujours être rangée, comme si tu devais étudier la théologie ou la philosophie ou d'autres sciences, c'est-à-dire qu'il te faut manger et boire modérément, au moins 2 fois par jour, en consommant des mets légers de qualité et des vins qui ne soient pas forts, ménager, épargner ta main. Donc au centre de ces soins de santé se trouve la main du peintre, épargner ta main, en la préservant des durs efforts, par exemple lancer des pierres, un pieu en fer ou bien d'autres choses qui sont contraires à ta main et susceptibles à lui nuire. Une autre cause peut à usage rendre ta main si légère qu'elle vacillera et flottera bien plus que la feuille au vent. C'est la compagnie abusive de femmes. Donc, être artiste, c'est presque entrer dans le désordre, donc c'est entrer dans des règlements de vie qui n'ont qu'un but, celui de la représentation artistique.
j'ai préparé toute une panoplie d'exemples qui mettent en exergue le rapport entre la main et l'œil, comme par exemple certains emblèmes qui parlent de la mano oculata, donc la main qui voit. C'est un motif assez intéressant qu'on pourrait suivre un jour parce il connaît un parcours assez complexe. Je vous montre ici un emblème du XVIe siècle, mais on peut le suivre jusqu'à l'âge moderne. Alors vous voyez dans cet autoportrait photographique de L. Lissitzky, il y a, il me semble, comme une reprise et comme un héritage donc de ce motif, l'œil, la main ensemble, l'œil qui se voit dans la transparence de la main qui se superpose à l'œil, etc. Encore un exemple, je fais un parcours va-et-vient entre les époques, le célèbre autoportrait de Poussin de 1650, un autoportrait qui est intéressant aussi à cause du fait qu'il propose une mise en scène de sa propre personne. On est plus ou moins à l'époque de Murillo, quelques années auparavant, et c'est intéressant de voir comment les mêmes idées travaillées en Espagne étaient mises dans le cas de Murillo et en France. On a aussi ici, on peut dire, un grand effet de trompe-l'œil, parce que le portrait turé se montre en dessin de ces tableaux sur le fond de plusieurs toiles qui se superposent une à l'autre. D'ailleurs, là aussi, il y a des sources littéraires assez intéressantes. Il y a notamment toute sa correspondance avec Chanteloup, bien étudié la correspondance plusieurs fois, et aussi ce portrait, cet autoportrait qui a donné naissance à plusieurs études tout à fait intéressantes. Moi, je citerai seulement celle de Louis Marin, qui a dédié une partie de ces études sémiologiques justement à ce genre de mise en scène. Mais je résume. Donc, on voit le peintre, et d'ailleurs la correspondance avec Chanteloup le dit, Poussin fait son autoportrait à cause du fait que Chanteloup voulait avoir un portrait. Et alors, il y a cet échange de lettres dans lequel Poussin dit « Oui, mais quel portrait? Il n'y a pas de peintre de portrait capable de faire vraiment un bon portrait. Je vous fais moi-même. Je le fais moi-même, un autoportrait. » Et il fait cet autoportrait qui est quelque chose qui transgresse même l'art de l'autoportrait. C'est au-delà de l'autoportrait, parce qu'il se fait sortir de la peinture. Il y a tout un jeu avec l'effigie de Nicolas Poussin, avec l'année, etc., avec d'autres éléments comme cette ombre portée. Et donc sur le nom du peintre, il y a l'ombre portée du portrait turé, au premier plan sa main, avec cette bague sur laquelle on a aussi travaillé, qui est un symbole justement d'un œil ouvert presque vers le spectateur, et au dernier plan, une célèbre mais encore mystérieuse allégorie de la peinture ayant un œil dans son front. Donc je ne pourrais pas entrer maintenant dans tous les détails de cette mise en scène. Ça nous suffit justement de voir comment, à cette époque, on est en plein XVIIe siècle, l'autoreprésentation mettait en cause l'œil, la main et le rapport entre les deux. Mais j'ai l'impression qu'on s'est éloigné un peu de Murillo et je voudrais maintenant en revenir. Moi, j'aurais encore pour un petit quart d'heure, est-ce qu'on fait une pause ou je continue et puis je continue, d'accord. Bien, parce que je reviens justement à ce que j'avais promis, l'autoportrait de Murillo. Mais je suis encore autour du motif de la main. Pas seulement dans les autoportraits, dans les représentations d'artistes, mais dans la tradition des transgressions, donc des trompe-l'œil, de laquelle ce peintre espagnol se revendique. Alors là, il y a toute une tradition qui vient des Pays-Bas,
Je peux vous montrer, par exemple, ce tableau de Ferdinand Bol, un portrait d'un homme, où vous voyez le personnage dans un cadre d'une fenêtre. Et on va se rappeler peut-être aussi des deux femmes à la fenêtre que Murillo avait peint, probablement en s'inspirant de cette tradition assez forte. Alors ce portrait avec ce personnage qui regardait le spectateur avec cet effet de transgression très fort, donc cette main qui semble tomber en dessin du parapet. Il y a toute une série, je ne vais pas montrer toute cette série d'expériences de transgression, mais les plus importantes, celle de Philippe de Champaigne, le portrait d'Arnaud d'Andy est peut-être la plus connue en France surtout, aussi à cause de l'importance, de l'attention avec laquelle Philippe de Champaigne a réalisé ce cadre, vous voyez, un peu imparfait. La façon dont il a placé sa main en trompe-l'œil avec une ombre assez claire pour donner l'effet de transgression et l'effet de réel, et aussi ce clivage entre la direction de la main vers la droite, la direction du regard vers la gauche, ce qui place le spectateur dans un entre-deux. Il le fait participer justement à une conjonction. D'autres exemples hollandais nous apportent aussi le témoignage que parfois les peintres, Gerrit Dou par exemple, réalisaient des autoportraits dans cette tradition de la représentation dans un cadre de fenêtre, avec les instruments de peinture et avec une des mains au premier plan. Alors, il s'agit sans doute des motifs qui réapparaissent chez Murillo, dans la peinture de genre, mais aussi dans son autoportrait. Il y a d'autres synergies présentes dans l'art hollandais. Je vous en montre encore quelques-unes qui me semblent dignes d'être considérées. Rembrandt, par exemple, ce portrait de jeune fille qui se trouve à Varsovie, daté de 1641. Il me semble important à cause du fait que cette fois-ci, c'est le cadre du tableau. Ce n'est plus un cadre de fenêtre qui est mis en cause, mais c'est le cadre d'un tableau. Donc, cette fois-ci, c'est la représentation elle-même, la représentation picturale qui est mise en cause. C'est comme on assisterait à un tableau vivant ou un tableau qui prend vie. Et cette jeune fille sort du tableau, au moins, par ces deux artifices de ces deux mains. Alors, Murillo travaille dans cette tradition et pour mieux comprendre son autoportrait, auquel j'arriverai sans doute bientôt, encore quelques exemples. Alors, ce que vous voyez à droite, c'est un tableau de Murillo. C'est un tableau de Murillo fait dans la tradition nordique hollandaise. C'est le portrait d'Isabelle de Malcampo. C'est un des rares portraits. Murillo n'était pas un grand peintre de portraits. Il a fait une dizaine, peut-être une quinzaine de portraits. Mais lorsqu'il fait des portraits, ce sont tous des portraits très intéressants. Et Isabelle de Malcampo était l'épouse de Nicolas de Haut-Mazur, qui était le commanditaire hollandais le plus important de Murillo. Alors, vous voyez comment, en faisant le portrait de cette dame, qui est une Espagnole, mais mariée à un Hollandais, il aborde certains artifices de l'art hollandais, notamment la main sur le cadre. Mais il s'agit là d'un certain discours qui mériterait d'être approfondi. Je vous donne quand même quelques repères. En vous montrant comment cela fonctionnait à l'époque. Je vous montre dans la partie inférieure deux tableaux qui faisaient pendant, dus cette fois-ci à Frans Hals. Il s'agit du portrait de Stephanus Gerhardt et de son épouse Isabelle Coymans. On est vers 1650.
Ce sont des tableaux intéressants justement parce qu'ils posent le problème des tableaux en pendant et des transgressions imaginaires. C'était probablement un tableau de mariage. Alors, vous voyez l'épouse qui, souriante, regarde vers le côté, vers sa droite, en effet, où se trouvait son mari. Elle tient dans sa main un œillet qui est un peu entrecoupé par le cadre, qu'elle est en train d'offrir à son mari. À l'époque, probablement, c'était les dames qui offraient des fleurs aux hommes. J'ignore un peu toutes les habitudes du XVIIe siècle en Hollande. Et vous voyez son époux en train de recevoir cette fleur. Il a la main encore vide, mais il attend. Donc ce sont deux tableaux transgressifs, les deux. Malheureusement, se trouvant aujourd'hui tout à fait séparés, un des tableaux se trouve en Angleterre, l'autre en Australie. Alors ce serait un peu difficile que cette fleur arrive facilement dans la main de l'époux. Et je reviens à ce que Murillo fait de ça. Lui, il change un peu le repère, parce que ce que vous voyez à droite, c'est Isabelle Malcampo et son époux au Masure, pas exactement dans un dialogue de don, de donner et de recevoir, mais dans un dialogue de transgression quand même. Au Masure, à différence de ce que Hals faisait et ce que les autres peintres faisaient, est représenté ici dans une méditation de type vanitas, avec un crâne dans la main, le regard vers le spectateur. Il y a donc une réinterprétation de certaines recettes, de certaines idées qui venaient du Nord. Bon, et alors, je reviens à l'autoportrait de Murillo, le moment où il doit faire son autoportrait, sans doute tous ses fils, sa propre expérience de peintre de genre transgressif, mais aussi quelque chose de son savoir d'illusionniste, si vous voulez, si on pense à la peinture religieuse. Tout cela va ensemble. Alors, comment est-ce qu'il construit en effet son autoportrait? Il le construit probablement sur la base de tout ce savoir, mais aussi sur la base de certaines idées qui lui viennent de l'art du Nord. J'en ai montré déjà quelques-unes, mais maintenant je voudrais montrer encore 2 ou 3 exemples qui sont de plus en plus rapprochés à ce que Murillo fait. Alors, cette transgression du cadre, vous la voyez assez clairement thématisée dans des tableaux. Franz Hals, par exemple, ce jeune homme qui tient un médaillon dans la main, cadre ovale, il regarde le spectateur et sa main avec le médaillon transgresse cette frontière esthétique qui est celle du cadre. Voilà le tableau encadré. Alors je montre les deux justement pour voir un peu aussi aujourd'hui les difficultés des gens du musée de présenter ces œuvres d'art. Alors en les encadrant, on fausse d'une certaine façon l'intuition primitive. Donc on devrait parfois réfléchir si ce ne sont pas des tableaux à représenter sans cadre. Alors là, ce sont des problèmes sur lesquels il faudra réfléchir encore. Voilà. Cette gravure de Jan van der Velde, après Franz Hals, qui représente un portrait d'Aconus, de Johannes Aconus, qui était un personnage assez important parce que il était dans l'ambiance artistique de l'époque liée à la peinture. Il était un prêcheur, un prédicateur, un ministre, vous voyez. Donc ce sont des hommes de lettres. Et la gestuelle
cette main peut avoir quelque chose avec une fonction rhétorique cette fois-ci. Ou celui-ci, par exemple. Il y a un Cornelis Silvius, qui est aussi un prédicateur. Un prédicateur, vous le voyez ici dans une gravure de Rembrandt, avec toutes les astuces rembrandtiennes, donc transgression du cadre, le livre qui transgresse aussi, cette main avec cette extraordinaire ombre portée au premier plan. Jan Cornelis Silvius avait un rôle assez important dans la vie privée de Rembrandt, parce qu'il était, pour dire ainsi, il a été le tuteur de Saskia van Oldenburg, qui a été l'épouse de Rembrandt, et c'était lui, en effet, qui se trouvait, était comme un conseiller spirituel de l'épouse de Rembrandt. Bien. Alors, je reviens maintenant à d'autres exemples. Le plus intéressant entre tous, sur lequel je m'arrête pour quelques minutes, c'est ce portrait de Franz Hals qui représente Petrus Scriverus. Probablement, c'était un portrait de mariage, fait aussi en pendant, mais il représente ce personnage qui était assez important à l'époque. C'était un historien, un grammairien, un personnage lié aux ambiances culturelles. Et il bénéficie aussi d'une représentation en gravure sur laquelle je voudrais m'arrêter, parce qu'il y a aussi cette inscription qui nous éclaircit un peu le pourquoi, la raison de tout le dispositif et de cette main en trompe-l'œil qui nous intéresse d'une façon spéciale parce qu'elle réapparaît aussi dans le tableau de Murillo. Alors, cette gravure sur cuivre de Van der Velde représente l'humaniste Petrus Scriverus dans un cadre ovale sur lequel figure en haut son nom, vous voyez, et en bas sa devise, Legendo et Scribendo. La partie inférieure de la gravure est occupée par un socle pourvu d'une inscription. Le portrait ne repose pas directement sur ce socle, comme ce sera le cas de Murillo. Et l'inscription en capitale romaine ne remplit pas la fonction d'une signature, ce qui sera le cas de Murillo. Je vais revenir tout de suite. Cette inscription a été apposée au bas du socle, en lettres cursives chez Murillo, et dans ce cas, elle crée un autre relais avec le champ de l'image. Le texte, je ne vais pas le lire, mais je peux le résumer, vous pouvez le lire peut-être, est un éloge de Scriverus. Il nous apprend que celui-ci, et je résume, est un bienfaiteur des muses, un défenseur du droit public, et qu'il a étudié de manière impartielle l'histoire batave, dit le texte. Et c'est la dernière ligne qui, dans ce contexte, est la plus révélatrice. Elle nous informe que l'humaniste, maintenant je cite, continuera à composer de sa libre main droite son œuvre véridique, libera veridicum, dextrapanget opus. Donc, il continuera à composer de sa libre main droite son œuvre véridique. Donc, la main en trompe-l'œil n'est donc pas seulement, dans ce cas, un effet illusionniste, elle comporte aussi une dimension symbolique. Celle-ci pourrait également être présente dans l'autoportrait de Murillo, dans le contexte culturel espagnol, qui permettait parfaitement, je pense de l'avoir ici, d'intégrer les motifs classiques de l'éloge de la main dans une effigie d'artiste. On se rappellera ici que l'histoire de la littérature artistique du siècle d'or, qui s'ouvre en 1600 avec un écrit de Gaspar Gutiérrez de Ríos, était très habitué à ces éloges de la main que je ne vais pas vous citer maintenant ici en détail. Peut-être que je vous montrerai seulement
un des exemples les plus importants d'allusion à la main du peintre. Il s'agit de l'autoportrait, d'un autoportrait de peintre théoricien cette fois-ci, qui était Vicente Carduccio. Vicente Carduccio était aussi un des grands auteurs de traités sur la peinture. Alors vous le voyez ici, en se représentant en tant que peintre. Vous voyez les instruments de la peinture, avec certains effets de transgression, ombre portée, mais aussi en tant qu'auteur d'écrits théoriques. Et en effet, le centre de la composition est représenté par ce livre, son propre traité, qu'il était en train d'écrire et qu'il présente aux spectateurs. Là, la main de Carduccio est plutôt la main d'un écrivain, mais vous voyez ce décalage ou ce clivage ou ce dialogue plutôt entre les instruments de la peinture et les instruments de l'écriture. Alors, je reviens maintenant à Scriverius et Murillo. Alors, si on peut considérer des exemples de ce genre, comme celui de Van der Velde, comme des prédécesseurs des expériences de Murillo, on peut imaginer que l'artiste espagnol aurait pu vouloir mettre en évidence, oui, je développe un peu, mettre en évidence sa libera dextra, donc en tant qu'auteur d'un opus veridicum, donc sa main droite comme auteur d'une œuvre mimétique au maximum, on pourrait dire. On notera toutefois que, contrairement à l'inscription de la gravure de Van der Velde, le texte de l'autoportrait de Murillo n'explique pas à la lettre le sens du motif illusionniste de la main. Il ne parle pas de la main. L'inscription de Van der Velde, oui. Seul donc un spectateur connaissant parfaitement les topos classiques de la main docte, ou éventuellement le portrait gravé de Scriverius, qui pouvait circuler, en effet. Les gravures circulaient facilement, elles ont pu arriver très très facilement en Espagne, et donc seulement un de ces type de spectateur aurait été à même de saisir la portée réelle de ce motif chez Murillo. Les textes facilitent le travail d'interprétation du spectateur, dans les deux cas. L'inscription de la gravure affirme donc que Pedro Scriverius poursuit son œuvre. Le choix de l'indicatif du futur, donc Panget Opus, est très intéressant, indique clairement que le personnage représenté est toujours en vie, qu'il crée et continuera à créer, et ce bien qu'il soit déjà ennobli par le motif du cadre ovale, qui était une forme de célébration. En revanche, l'inscription qui accompagne l'autoportrait de Murillo utilise le verbe depingere. Maintenant, je vais m'arrêter un peu sur ces subtilités du lexique de l'inscription au participe présent, depingens. Alors, c'est extrêmement rare, suggérant ainsi que l'exercice de la peinture s'opère sous les yeux même du spectateur. Et pourtant, Murillo ne se trouve nullement devant un chevalet, la palette à la main. Comment interpréter donc cette contradiction ? Donc ce participe présent. L'inscription du tableau remplit, c'est un peu mon explication, à la fois la fonction de légende et de signature, donc d'inscription et de signature. Or, la question de la forme verbale, qu'il convient d'ailleurs dans une signature, a donné lieu à des réflexions nourries. Elle trouve son origine, encore une fois, chez Pline l'Ancien et son épilogue dans l'époque moderne. Donc, en commençant avec Pline, on a toujours parlé, si c'est nécessaire, de signer et comment signer. Alors, et je me réfère maintenant à cette tradition, à ce que Murillo, à la façon de Murillo de se rapporter à cette tradition. Si Murillo avait voulu se conformer à la tradition, il aurait écrit Murillo se ipsum pinsit ou fecit, ou Murillo se ipsum pingebat facebat, c'était la façon dont on signait d'habitude, donc
Murillo s'est peint ou s'est fait, ou Murillo se peignait, se faisait. Et Pline reconnaissait une différence entre ces deux formules. L'imparfait exprimait selon lui une plus grande modestie, et les artistes de l'Antiquité, affirmait-il, auraient préféré signer leurs œuvres à l'imparfait, pour mettre en évidence le fait qu'il les considérait non pas comme achevés, mais comme susceptibles d'être améliorés. Toujours selon Pline, seules 3 œuvres de l'Antiquité présentaient la prétentieuse signature fécite. Et ce passage a été cité dans beaucoup d'écrits de la Renaissance après et était sans doute connu à Murillo. Et à ma connaissance, toutefois, aucun auteur n'envisage, de tous ces auteurs post-pliniens, n'envisage la question d'une signature comportant un verbe au présent ou au participe présent. Et quand on examine la production de Murillo, on découvre non sans étonnement que sur les quelques 100 tableaux qui lui sont attribués, seule une fraction est signée, pas plus d'une dizaine. Donc la signature est extrêmement rare. En général, le peintre a éludé le débat sur l'usage du parfait ou de l'imparfait en optant pour une formule de compromis. D'habitude, il signe Murillo F. Point. Donc on ne sait pas très bien si c'est un parfait ou un imparfait. Murillo F. Apparemment, l'artiste éprouvait une certaine aversion vis-à-vis des débats suscités à son époque par la signature. Dans ce contexte, la singularité de la signature, de l'autoportrait de Londres, vous voyez à droite, ne peut que frapper. Non seulement le verbe figure au participe présent plutôt qu'à l'imparfait au passé simple, mais en outre, ce verbe n'est pas l'habituel pingere, mais bien depingere. Cette variante ne fait que renforcer l'ambiguïté, car depingere n'a pas seulement comme pingere le sens de peindre, mais aussi celui de représenter. Nous sommes en fait en présence d'une signature indirecte. Alors, Bartholomeus Seipsum depingens ne constitue pas seulement une marque d'authenticité, comme de règle pour une signature, elle désigne avant tout l'objet même de la représentation, Murillo, lequel coïncide avec son exécuteur, Seipsum depingens. La zone critique du tableau, dans lequel se rejoignent tous les fils de la trame, se situe au point de convergence entre la main appuyée sur l'encadrement et les attributs de la peinture. Encore une fois, l'inscription. Que dit cette inscription? Bartholomeus Murillo seipsum depingens profiliorum votis ac precibus explendis. Une part du contenu se trouve déjà dans le simple fait que l'inscription est rédigée en latin, on a parlé déjà. Elle s'adresse donc à un lecteur cultivé, un lecteur prudent, comme on l'appelait à l'époque, capable d'entendre une langue de culture, la langue de culture par excellence, et donc aussi le message qu'elle exprime. Toujours par sa forme. Cette même inscription nous dit encore que le lecteur auquel elle s'adresse appartient à une classe sociale capable d'apprécier un texte latin au même titre que la personne représentée. Le message précise que ce que nous voyons est un autoportrait, même si le mot manque. À l'époque, on ne parlait de... le vocable n'existait pas encore. Cette indication est formulée de manière pour nous particulière si on la compare aux signatures traditionnelles des artistes. Le verbe, au lieu d'être conjugué au parfait ou à l'imparfait, les temps les plus fréquents, usité dans un contexte, est un participe présent. Donc, cet artifice linguistique qui renvoie au temps même de la représentation produit un effet déstabilisant, similaire, je dirais, similaire au motif de la main en trompe-l'œil. C'est là que les choses se cristallisent. L'inscription nous dit encore, et c'est important, que Murillo peignit son autoportrait pour exaucer les demandes, les prières de ses enfants, les fils. Par ce fait, l'autoportrait acquiert le caractère d'un ex-voto. C'est une sorte d'icône paternelle
posée sur l'autel des arts. Faut-il pour autant considérer les enfants du peintre comme les seuls destinataires de l'œuvre? Il me semble que non, car la voix du texte n'est pas celle de Murillo lui-même. C'est une voix, je dirais, impersonnelle qui expose le pourquoi et le comment de l'autoportrait. Elle ne s'adresse pas exclusivement, disons, aux enfants de l'artiste, mais à tout spectateur. Et le vrai destinataire de l'autoportrait est en effet la postérité. Ce sont ça les fils de Murillo. Vu sous cet angle, le tableau peut être assez aisément déchiffré. Il faut tenir compte aussi du cadre ovale à l'intérieur duquel Murillo s'est représenté. C'était une forme de célébration déjà assez connue. J'arrive gentiment à la fin pour me demander encore une fois sur la façon, sur le fonctionnement justement de toute cette stratégie assez complexe, cultivée, inscription en latin, trompe-l'œil, peinture, dessin, couleur, etc. C'est dans ce contexte, il me semble, qu'une gravure postérieure due à Richard Collin, la voici, qui est datée de 1682, une gravure d'après l'autoportrait de Londres, réalisée l'année même de la mort de l'artiste, et particulièrement instructive. Vous l'avez vu tout de suite dans cette gravure, le caractère paradoxal de la représentation a été gommé. Il n'y a plus aucune trace de la main posée sur le cadre. On pourrait dire que l'année de la mort de Murillo, l'artiste est exilé pour toujours au-delà de la frontière esthétique. Merci beaucoup de votre patience. Je remercie très vivement Victor Stoïkita pour cette leçon qui, partant de l'éloge de la main de Faucillon, arrive jusqu'à cette, je dirais, double image finale, main exposée, main cachée, à travers l'histoire européenne de ce geste, de ce trompe-l'œil qui a eu son foyer entre l'Espagne et les Pays-Bas. Et il a aussi introduit la médiation essentielle de l'écriture, de la légende, qui fait le commentaire des portraits. Et ceci me fait venir à l'esprit, j'en parlerai dans le dernier séminaire, le très beau livre de Michel Butor, Les mots dans la peinture, où il est question également, pour une partie d'autoportrait. Là, Michel Butor s'arrête sur la fixation, pour ainsi dire, du temps dans le portrait anno aetatis suae. Alors qu'ici, nous avons plutôt la manière par laquelle, et ça c'est tout à fait nouveau, le peintre représente sa manière de s'inscrire, pour ainsi dire, dans un cadre, la fenêtre, ici un cadre véritable, un peu oblique, pas vertical, il y a tout vide mais rempli par la figure du peintre qui expose sa main, peut-être en train de regarder les couleurs qui sont là, disponibles pour continuer le travail. Enfin, c'est comme je viens de le dire à notre conférencier, quelque chose de très vertigineux qui nous est proposé et qui montre à quel niveau, désormais, à cette époque-là, la peinture se fait, comme les théoriciens de la Renaissance commencent à le dire, un art mental. Ce n'est plus l'artisan, comme on le pensait, comme la société le pensait au Moyen-Âge, mais c'est désormais un théoricien, lui aussi,
qui parle d'un art qui est devenu extrêmement subtil et riche. Alors, ce travail de la main, pour ainsi dire, ou cette manière de faire de sorte que la main puisse aller au-delà du cadre établi, évidemment, nous pose beaucoup de questions. D'un côté, elle est l'instrument du peintre, mais elle est plus que cela, et Victor Stoïkit l'a lu dans les 2 passages qu'il cite de Phocion. La question, évidemment, qui se pose pour Murillo, et en effet, c'est un Murillo tout à fait, je dirais, inattendu, nouveau par rapport au Murillo classique que nous connaissons, est le fait de savoir entre, par exemple, Petrus Scriverius de Frans Hals et le Murillo. Et là, c'est ma première question. Est-ce qu'à ton avis, il y avait des contacts entre les deux? Est-ce qu'il a pu voir cette gravure? Quel est le rapport? C'est à peu près 2 contemporains, donc je ne sais pas si l'un précède l'autre. Est-ce que tu peux... Oui. Alors, c'est une question encore ouverte parce que les relations entre l'Espagne et la Hollande, à l'époque, pour des raisons politiques et aussi religieuses, n'étaient pas tout à fait faciles. Mais il y en avait des relations. Et justement, c'est Omazour que je citais, qui était un marchand, un mécène, faisait le lien entre les deux pays. Il était mécène de Murillo, collectionneur aussi. Et dans le cas justement de la gravure, pas du tableau de Frans Hals, dans le cas de la gravure, les gravures circulaient. C'était facile, c'était, disons, du papier, pas des œuvres d'art. Alors, dans le cas de la gravure, moi, je pense qu'il y a beaucoup de chances que Murillo aurait pu connaître cette gravure. Maintenant, il n'a pas connu le personnage, alors ça, c'était beaucoup plus difficile. Le Scriverius, non, mais la gravure, oui. Et probablement, s'il a connu cette gravure, il aurait pu être intéressé du dispositif et aussi du symbolisme de la main. Il aurait pu comprendre en effet les enjeux de la représentation de cette main d'un historien combattant, parce qu'il était un des historiens qui disait la vérité, on le comprend, dans les enjeux politiques hollandais. Donc il aurait pu comprendre les enjeux de cette représentation de la main, mais sans doute il a absorbé tout ça dans son régime de peintre. Pour lui, pour Murillo, c'était plus important le dispositif du trompe-l'œil et de la vérité picturale, donc pas de la vérité de l'historien, c'est ça peut-être, pas la vérité de l'historien, Scriverius, mais la vérité du peintre. Et alors il a fait ce portrait sur cette base, mais en développant à sa propre guise cette idée. Oui, je te remercie beaucoup. Je ne veux pas profiter du temps et du lieu où je suis, mais puisque j'ai pris la parole, je termine par une autre question et puis je laisse la parole aux auditeurs. C'est quelque chose de fascinant. Nous aurons au mois de mai dans le colloque, disons, qui va parfaire ce cours, une contribution de Francis Corauta sur Héritier sans testament. Et la question me revient à partir de ce titre maintenant, du fait que tu nous as montré dès le commencement des traces possibles d'une présence de Caravage chez Murillo. Par exemple, les pièces sales qu'on retrouve assez souvent chez Caravage, et notamment la Vierge des pèlerins à Saint-Augustin à Rome. Mais il y a aussi, me semble-t-il, dans le Saint-François que tu as montré, ce Saint-François auquel s'ouvre une espèce de vision céleste, il y a, et tu l'as très bien remarqué, il y a des fleurs, voilà, c'était là, voilà, il y a des fleurs
qui tombent je dirais, jusqu'au pied de Saint François, qui vont se déposer sur les marches et qui peuplent, pour ainsi dire, le tableau. Alors, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est le siècle précédent, c'est l'extraordinaire Vierge du rosaire de Lorenzo Lotto, où il y a un foison dans les marches. Je ne sais pas si c'est Cingoli ou... je crois que c'est vois le tableau, oui. Voilà. Et il y a ce foisonnement de fleurs qui tombe de la même manière au pied. Là aussi, c'est une vierge, c'est la Vierge du rosaire. Et il y a ces fleurs qui tombent, qui foisonnent, qui occupent en réalité toute la partie basse du tableau. Alors, c'est un peu la même question qui se pose. Comme tu as dit que Murillo n'a jamais voyagé en Italie, est-ce qu'il pouvait connaître, par exemple, c'est vrai que c'est un topos, hein, les fleurs qui sont jetées en abondance. Jean Starobinski l'a dit dans son livre Largesse, c'était, pour ainsi dire, l'aspersion par les fleurs. Mais est-ce que Murillo a pu connaître je ne sais pas, des médiations, des traits d'union qui pouvaient lui porter aussi cet élément venant de Lorenzo Lotto? Difficilement. Parce que Lorenzo Lotto, alors premièrement, Murillo n'a pas voyagé, donc on n'a pas des témoignages concernant les voyages de Murillo. Il est toujours resté à Séville. Mais sans doute, Séville, c'était une ville riche, avec des collectionneurs, les œuvres d'art circulaient. Murillo a fondé une académie, donc il avait cette culture, donc ce qu'il pouvait voir à Séville et dans une certaine partie de l'Espagne, il avait vu et bien assimilé. Lorenzo Lotto peut-être moins, parce que premièrement, Lorenzo Lotto à l'époque de Murillo était presque un inconnu. Lorenzo Lotto a été redécouvert par l'historien de l'art, par Berenson et puis par Longhi, très très tardivement. Mais il aurait pu connaître des exemples similaires. Le Caravage non plus, il n'y avait pas, au moins une exception près, mais qui est peu sûre, des Caravages en Espagne. Mais il y avait des Caravagistes espagnols ou des Caravagistes italiens qui ont travaillé en Espagne. Donc c'était par un détour peut-être qu'il aurait pu arriver. Et moi je pense au motif des roses par exemple. Il y a des tableaux où ce motif des roses qui tombe et qui se place dans un effet justement de transgression. On le trouve assez souvent dans d'autres scènes, par exemple dans la résurrection de la Vierge ou dans l'Assomption de la Vierge, qui selon une légende tardive sans doute, aurait laissé son tombeau vide et dans le tombeau des fleurs. Et il y a donc dans les scènes de l'Assomption de la Vierge, de la résurrection de l'Assomption de la Vierge, le motif des fleurs qui tombe comme un témoignage justement de ce miracle. Et on a ici aussi un prodige, on a un miracle. Et ça fait partie de toute une série d'objets qui mériteraient peut-être d'être étudiés. Moi, j'en avais un petit dossier, mais je ne sais pas si je vais l'étudier jamais. Le motif des relais, on peut dire, entre ciel et terre. La ceinture que la Vierge jette à saint Thomas, par exemple. Oui. Saint Thomas, le pauvre Saint Thomas arrive toujours trop tard. Il arrive toujours à Prato, il arrive trop tard, la Vierge est déjà là, il ne croit pas parce qu'il ne croit pas. Alors la Vierge lui jette une ceinture. Alors et ici on a ces genres de relais, ce serait un joli thème d'étudier littérature, art, peut-être une fois. Voilà. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? La contribution a été tellement séduisante que j'imagine qu'il y aura des curiosités, au moins des questions qui vont surgir.